13 novembre 2025. Il est 2h47 du matin. Nous sommes à l'aérodrome de Kirovsk en Crimée occupée. En l'espace précis de 75 secondes, une infrastructure critique russe a été anéantie. Le centre de réparation des drones Orion d'une valeur estimée à $250 millions s'est transformé en un immense brasier. L'Ukraine venait de cibler l'unique structure de maintenance pour ces appareils dans toute la péninsule. À l'intérieur, jusqu'à 18 drones de surveillance, les yeux de la Russie dans le ciel étaient en cours de réparation. Chaque unité vaut entre 5 et 10 millions de dollars. Aujourd'hui, il ne reste de ces appareils qu'un amas de ferraille tordu de plus de 20 tonnes. Ce résultat n'est pas le fruit de la chance. C'était une opération de destruction magistrale de 75 secondes que les forces russes n'ont jamais vu venir. Le renseignement ukrainien a fait preuve d'une patience de chasseur. Ils ont attendu le moment exact où la vigilance russe s'est relâchée, concentrant trop de ressources précieuses au même endroit. L'observation de l'aérodrome de Kirovsk ne se limitait pas aux satellites, mais incluait une surveillance humaine intensive. Puis le renseignement décisif est arrivé. Une masse critique de 10 à 18 drones Orion était immobilisée simultanément au sol. Certains nécessitaient une révision complète des moteurs. D'autres avaient leurs composants électroniques grillés par les systèmes de brouillage ukrainiens. Pour les opérateurs ukrainiens situés à des centaines de kilomètres, c'était le signal attendu. Le piège était en place. À 2h45, 2 missiles Flamingo FP5 sont lancés. Cependant, ils ne montent pas en altitude. Ils rasent le sol désertique à seulement 50 mètres de hauteur, exploitant chaque ombre du relief. Leur guidage embarqué fusionne le GPS et la navigation inertielle. Cette combinaison les rend quasiment invisibles face aux tentatives de brouillage initiales. Dans un bunker éclairé près de Patoria, un opérateur du système SQ-300 russe détecte une anomalie. Un scintillement apparaît sur son écran, 2 cibles rapides en mouvement. L'équipage est entraîné pour ce scénario et réagit sans panique. En quelques frappes clavier, 2 missiles intercepteurs 40N6 valant plusieurs millions sont lancés. Dehors, le rugissement des lanceurs déchire la nuit. Sur les écrans, les icônes des intercepteurs foncent vers les intrus à Mach 14. L'équipage se détend convaincu que la menace est neutralisée. Ils ont tort. À 2h46, les intercepteurs traversent le ciel vide sans atteindre leur cible. La première couche de défense russe vient de s'effondrer. À Kiev, une voix calme confirme par radiophase terminée. Envoyez les Bars. Le problème réside dans une faille fatale du système 500 qui protège le pont de Kerch. Conçu pour traquer des missiles balistiques dans l'espace, ce système est comme un gratte-ciel incapable de voir ce qui se passe sur le trottoir. Tout objet volant en dessous de 150 mètres passe sous sa couverture radar. Quant au système SQ, sans bien qu'il puisse voir plus bas ses ordinateurs, souffre d'un délai de traitement de 3 secondes pour verrouiller de petites cibles rapides. Dans le bunker de Patoria, le doute s'installe. Pour un missile parcourant des centaines de mètres par seconde, 3 secondes de retard sont synonymes d'échec. Les intercepteurs 40N6 hurlent dans le vide, manquant leur cible. C'est à cet instant que la fierté technologique russe se heurte à l'ingéniosité ukrainienne. Au poste de commandement ukrainien, une nouvelle crise survient. Un vent latéral de 24 km/h a dévié les missiles de 3 degrés. Pendant une seconde critique, il semble qu'ils vont manquer leur cible. Mais les opérateurs effectuent une correction manuelle via la liaison fibre optique. Ils ramènent les missiles sur leur trajectoire létale. Le premier Flamingo percute le radar d'engagement 92N6 du SQ-300 près de Patoria, à 50 km de la cible principale. Dans le bunker russe, la lueur rassurante de l'écran radar est remplacée par de la neige statique, puis par l'obscurité. L'explosion de la tête militaire de 245 kg vaporise le radar. Le second missile frappe un nœud de support clé du 500, l'aveuglant davantage. Le silence tombe sur le bunker. Leur bouclier impénétrable a disparu. Un couloir mort de 50 mètres de large vient d'être ouvert. À travers ce tunnel fraîchement sécurisé, le drone missile Bars s'engouffre. Ce n'est pas un bombardier lent, mais un appareil conçu pour la vitesse filant à 800 km/h à seulement 60 mètres du sol. Avec les SQ-300 et 500 aveuglés, le réseau de défense russe est en plein chaos. Cependant, ils ne sont pas encore totalement hors de combat. La seconde couche de défense, la guerre électronique,
entre en action. À bord d'un véhicule stationné dans un champ, l'équipage d'un système Padoni 2 reçoit l'alerte. Leur mission est de saturer les ondes avec un bruit électromagnétique intense pour couper tout signal de drone. Ils activent les interrupteurs inondant le secteur d'énergie de brouillage. Pour tout drone radiocommandé classique, c'est comme essayer d'écouter un chuchotement au milieu d'un concert de rock. Mais le drone Bars n'écoute pas. Il n'en a pas besoin. Les planificateurs ukrainiens avaient anticipé cette réaction. Le Bars vole en autonomie totale, naviguant grâce à son GPS interne et aux lois immuables de la physique. L'équipage russe surveille ses écrans confiants dans l'efficacité de son mur statique. Ils ignorent que leur cible est un fantôme totalement immunisé contre leurs hurlements électroniques. Les dernières secondes s'égrènent. À travers la caméra du Bars, le camion Padoni 2 grossit jusqu'à remplir l'écran. L'équipage russe a peu être ressenti une légère vibration avant l'impact. Dans un éclair de lumière, le parapluie électronique protégeant ce secteur de la Crimée est déchiqueté. Pendant les 90 secondes suivantes, la Russie est non seulement aveugle, mais aussi muette. C'est à travers ce silence que la véritable tempête se déchaîne. 10 drones FPV, semblables à des frelons en colère, s'engouffrent dans la brèche. Il ne s'agit pas ici de missiles haute technologie. Nous parlons de petits engins équipés d'explosifs, volant en 5 paires distinctes, à moins de 40 mètres d'altitude. La dernière ligne de défense de l'aérodrome repose sur un système Pantsir-Sun et 2 systèmes Torm 2. C'est le moment de vérité. Dans les véhicules de commandement, les opérateurs russes sont concentrés. Cibles acquises. Le commandant du TOR-M2 ordonne l'engagement. Les 2 premiers missiles partent avec un sifflement violent. La première paire de drones disparaît du ciel dans des flashs silencieux. Le second système Thor tire à son tour, pulvérisant 2 autres drones. 4 cibles abattues. Les systèmes fonctionnent parfaitement. C'est maintenant au tour du Pantsir. Son radar verrouille la paire suivante. 2 missiles partent et 2 drones supplémentaires sont vaporisés. 6 cibles abattues. Une lueur de fierté traverse la cabine du Pantsir. Mais soudain, les 4 derniers drones effectuent une manœuvre imprévue. Ils se séparent, approchant depuis 4 angles complètement différents. Le système automatisé du Pantsir commence à saturer. La voix synthétique dans le casque de l'opérateur hurle des avertissements saturation de cible. Il y a trop de menaces simultanées pour le système de missiles. Le commandant hurle de passer au canon. L'air est déchiré par le bruit terrifiant des doubles canons de 30 mm du Pantsir. Un déluge d'obus explosifs transforme l'air en un mur d'acier. Un 7e drone vole droit dans le barrage et est effacé de l'existence. Un 8e tente d'esquiver, mais un obus touche son aile, l'envoyant s'écraser au sol. 8 drones abattus. Une défense héroïque et désespérée. Du côté ukrainien, c'est un autre type d'enfer. Les 2 opérateurs FPV restants pilotent à travers un ouragan qu'ils ont eux-mêmes provoqué. Leurs écrans sont brouillés par la statique et les explosions qui secouent leurs minuscules appareils. Des traçantes rouges filent devant leur vue. Ils entendent les explosions de leurs camarades via la liaison de données. Ils savent qu'ils volent vers une mort certaine, mais ils ont une mission. L'un des opérateurs voit les canons du Pantsir se focaliser sur son dernier ailier. Dans cette fraction de seconde, il plonge utilisant la fumée et le chaos comme couverture. Le tireur russe, les yeux rivés sur ses viseurs thermiques, ne le voit pas venir. Le premier drone survivant percute directement le radar du Pantsir. L'écran dans la cabine ne s'éteint pas simplement, il éclate. Les yeux électroniques du système sont détruits. Avant même que l'équipage ne comprenne, le second drone, qui avait contourné par le flanc, arrive en hurlant. Il traverse 2 des tubes de lancement du Pantsir. Dans une gerbe d'étincelles et de métal tordu, le défenseur principal de l'aérodrome est désarmé. Le tireur russe reste assis dans un silence assourdissant, fixant un écran mort. Son arme valant des millions est devenue l'épouvantail le plus cher du monde. La porte n'est pas seulement ouverte, elle a été arrachée de ses gonds, et maintenant les vrais tueurs entamant leur approche finale. Dans le véhicule de commandement du dernier système Thor, M2 actif, l'équipage connaît une nouvelle terreur. Ils sont la dernière ligne de défense. Tout l'investissement de la base repose sur leurs épaules. À travers la fumée, une nouvelle cible apparaît sur leur écran. Plus grande que les FPV, plus lente, un drone lourd FP2 volant de manière stable à 25 mètres. Pas de place pour le doute. Le verrouillage est net.
L'opérateur écrase le bouton de tir. Missile parti, crie-t-il dans un mélange de désespoir et d'espoir. Un unique missile 9 M330 et un s'élance traçant une ligne argentée dans la nuit. Il traque parfaitement la cible. C'est un tir facile. Le missile percute le drone à 2 km de distance. Le FP2 explose dans une boule de feu brillante. Pendant une seconde glorieuse dans la cabine du Thor, mais 2, c'est le soulagement. Ils l'ont fait. Ils ont stoppé l'attaque. Ils n'ont aucune idée qu'ils viennent de sceller leur propre sort. Ce n'était pas un drone d'attaque. C'était un leurre tactique. Son seul but était de mourir à cet endroit précis. L'explosion n'était pas l'attaque, c'était le lever de rideau. La boule de feu se transforme en un nuage dense de fumée noire et de débris métalliques de 150 mètres de large. Le nuage reste suspendu dans les airs. Les caméras optiques du Torm 2 sont désormais totalement aveugles, fixant un mur de suie impénétrable. Leur écran radar devient une tempête de faux signaux car le nuage de fragments métalliques reflète les ondes dans toutes les directions. Les Russes viennent de déclencher un écran de fumée parfaitement placé en utilisant leurs propres missiles. Et à travers cette obscurité, les vrais tueurs émergent. Le second FP2 doté d'une liaison fibre optique, offrant une vue cristalline, plonge bas. Il utilise l'écran de fumée comme un rideau pour se cacher. Il contourne par le sud, rasant le sol invisible pour l'équipage aveuglé du Thor. Il approche du hangar principal sous un angle faible de 18 degrés totalement imprévu par les défenseurs. La caméra du drone se verrouille sur le toit en acier fin du hangar. À 160 km/h, il le traverse comme du papier. À l'intérieur, la charge de 105 kg explose. C'est une charge à effet Monroe concentrant l'explosion en un jet unique de cuivre fondu et de plasma surchauffé. Ce jet se déplace à plus de 4500 mètres par seconde. Il ne détruit pas seulement le drone Orion le plus proche. Il le transperce ainsi que celui derrière lui et le suivant. Il enflamme le carburant et l'électronique sensible dans une réaction en chaîne catastrophique. Les Orions sont incinérés sur place, alors que l'équipage du Thor regarde avec horreur le hangar cracher du feu. Le troisième et dernier FP2 exécute son coup de maître. Il contourne largement le chaos sans aucune opposition. Sa cible est la rangée d'hélicoptères, Mi-8 garés proprement sur le tarmac. Chacun est rempli de milliers de litres de carburant aviation. Le drone percute l'hélicoptère de tête. L'explosion est immédiate et titanesque. Une rivière de feu de 12 tonnes de kérosène se déverse sur le tarmac. Elle engloutit les autres hélicoptères et coule directement vers le second hangar plus petit. Le dernier équipage du Torm 2 ne peut que regarder impuissant une vague de feu tout consumée sur son passage. Leurs écrans sont aveugles. Leur vue est bloquée par la fumée. Il n'y a plus de missiles à tirer. Il n'y a plus rien à faire. La symphonie de 75 secondes a atteint son crescendo ardent. Les Russes n'ont plus qu'à s'asseoir et regarder leur flotte de drones en Crimée brûler jusqu'au sol. Le panache de fumée de Kirovsk est visible à 80 km à la ronde. Une pierre tombale noire géante, s'élevant à 1000 mètres dans les airs. Les satellites FIRMS de la NASA enregistrent une anomalie thermique au sol qui brûle pendant 7 heures consécutives. Faisons les comptes car les chiffres sont brutaux. L'Ukraine a dépensé environ 70 000 $ pour l'ensemble de ce dispositif. Pour ce prix, ils ont vaporisé jusqu'à 18 drones Orion, valant plus de 100 millions de dollars. Ils ont détruit des hangars et des hélicoptères valant 100 millions supplémentaires. Ils ont éliminé un radar S-400, un camion de guerre électronique et un système Pansir, valant facilement 50 millions de plus. C'est un feu de joie d'1/4 milliard de dollars allumé avec de la petite monnaie. C'est un retour sur investissement qui ferait pleurer d'envie n'importe quel banquier. Mais les vrais dégâts ne se mesurent pas en dollars. Ils se mesurent à ce que les Russes viennent de perdre leurs yeux. Ce hangar n'était pas juste un garage. C'était la seule installation de réparation de haut niveau pour toute la flotte Orion en mer Noire. Sans elle, la capacité de la Russie à mener des reconnaissances à longue portée au-dessus de l'eau chute d'environ 70%. Pour les 6 prochains mois, ils volent effectivement à l'aveugle. Plus d'Orion pour guider la flotte de la mer Noire. Plus d'Orion pour chasser les sites de lancement de Storm Shadow. Et c'est ici que le véritable génie de l'attaque se révèle. La panique à Moscou crée un séisme stratégique. Le plus grand mensonge de leur guerre, selon lequel la Crimée serait une forteresse intouchable, a été exécuté publiquement.
Soudain, chaque général russe regarde un échiquier où il doit choisir quelle pièce sacrifier. Doivent-ils garder leur système de défense aérienne, avancer comme le Pantsir et le Tor pour protéger l'infanterie sur le front, ou doivent-ils rappeler ce précieux bouclier pour protéger les actifs de haute valeur en Crimée, qui sont maintenant des cibles faciles? C'est une situation perdant-perdant. Les appels paniqués sont passés et l'ordre est donné: replier la défense aérienne, protéger l'arrière à tout prix. Cela crée un trou béant. C'est un tapis de bienvenue de 15 km de large qui dit « Veuillez livrer les missiles Storm Shadow ici ». Cette opération de 75 secondes a fait plus que brûler quelques drones. Elle a forcé l'armée russe à un acte d'automutilation stratégique. L'Ukraine leur a tendu un couteau et un choix, et les Russes ont choisi d'entailler leur propre armure de front pour bander une plaie à l'arrière. Une plaie que l'Ukraine vient de prouver qu'elle peut rouvrir quand bon lui semble. Pas de héros, pas de dernière résistance célèbre. Juste 6 lumières vertes sur une console et une équipe d'opérateurs appuyant sur des boutons dans l'obscurité. C'est celle à la guerre moderne. Le genre de guerre où le plan le plus intelligent gagne pas la plus grande armée.